Nous sommes de retour pour la deuxième partie de Politicien, votre rendez-vous politique. Un nouvel invité m'a rejoint et j'en suis honoré. Maître Sergio Essono Abesso Tomo, vous êtes l'un des avocats du vice-président équato-guinéen Teodoro Obiang Mangue. Merci, maître, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de votre invitation. Et Madame Emeline Chama, donc conseillère à la présidence de la République équato-guinéenne, est restée avec moi, de même que Salomon Abesso. Donc, merci à vous deux. Ce lundi 26 juin a vu passer devant la barre plusieurs témoins. Le plus remarqué s'appelle Simon Mann, mercenaire assumé, ancien militaire britannique, impliqué dans un coup d'État manqué en 2004 en Guinée équatoriale. Son témoignage a mis en lumière la dimension politique de ce procès selon plusieurs analystes. C'est un reportage de Sébastien Paula et Corinne Kamdem, nos envoyés spéciaux au Palais de justice à Paris. La Guinée équatoriale est un concentré chimiquement pur de la malédiction de l'or noir. Les ressources sont extrêmement concentrées entre les mains d'une minorité qui fait tout pour se maintenir au pouvoir. C'est la dernière vraie dictature en Afrique. Entre théorie du complot, conspiration, tentative d'assassinat, le procès des biens mal acquis avec pour principal accusé le vice-président équato-guinéen Teodoro Obiang Mangue est digne d'un polar américain. Les audiences de ce lundi 26 juin étaient consacrées à l'audition des témoins. 6 en tout pour la partie civile et un unique témoin du côté de la défense en la personne de l'ancien mercenaire Simon Mann. Pour rappel, en 2004, à la tête d'un groupe de mercenaires, Simon Mann est arrêté à l'aéroport d'Harare au Zimbabwe. La troupe d'environ 70 soldats devait se rendre à Malabo pour destituer le président Obiang Mbasogo. Condamné à 8 ans de prison, il est extradé en 2008 en Guinée équatoriale, où cette fois, il écope d'une peine de 34 ans. Après 18 mois, il a été gracié par le président Teodoro Obiang Mbasogo. Le témoignage de ce dernier qui dénonce un procès politique visant à déstabiliser le régime des Obiang en Guinée équatoriale a suscité beaucoup de remous. J'ai choisi de venir témoigner car je connais le président de la Guinée équatoriale. Je connais bien la situation en Guinée équatoriale. Et je pense que ce procès n'est pas ce que l'on pense. En réalité, ce procès est très politique, alors qu'on dit qu'il est d'ordre criminel. Je ne suis pas avocat, mais je sais qu'il y a ici une conspiration très organisée pour tenter de renverser le régime du président Obiang en Guinée équatoriale. Tout ceci est dirigé par Severo Moto, une des victimes de ce procès, et Eli Khalil également. En effet, pour Simon Mann, le procès des biens mal acquis a un tout autre dessein qu'une simple affaire criminelle. Il serait une énième tentative de ses anciens commanditaires, Severino Moto, Eli Khalil et George Soros, entre autres, de renverser le régime au pouvoir en Guinée équatoriale. Tentative dans laquelle l'avocat de la partie civile qui défend l'ONG Transparency Agency France, William Bourdon, serait même impliqué. En effet, selon ses dires, toutes les options, y compris légales, ont été explorées par ces derniers pour parvenir à leur fin, même s'il ne peut appuyer ses propos par des preuves écrites. Pour les témoins de la partie civile, cette stratégie de la défense ne sert qu'à détourner l'attention de l'opinion publique du vrai débat, qui est celui de la spoliation des biens des Équato-Guinéens par une unique famille. Ce procès a tendance d'être détourné de son objectif principal, où on veut le rendre un procès politique, donc c'est un procès qui n'est pas du tout politique, c'est un procès de détournement de fonds publics du peuple équato-guinéen. Je tiens quand même à préciser que je ne suis pas là pour témoigner contre un pays, ni contre un gouvernement. En fait, je suis en train de témoigner dans un procès économique, criminel, dans lequel j'ai les preuves, et je dois montrer ces preuves au grand public, sans vouloir donner une idée politique à quelque chose qui n'existe pas. Ce monsieur, il a commis des réas financiers, des crimes contre le patrimoine, et il doit être jugé pour ça. Mon associé, il a toujours dit qu'il était un bon Français, donc je ne vois pas la raison pour laquelle il ne doit pas être jugé ici. Et donc voilà, et moi je suis là pour donner ma contribution à la justice. Quoi qu'il en soit, le témoignage du mercenaire et de la défense a eu l'effet escompté. Mettre en cause l'intégrité de Maître Bourdon et détourner l'attention des auditions des précédents témoins sur les dérives autocratiques du régime équato-guinéen et les pratiques corruptives du vice-président Teodoro Obiang Mangue. Maître Abesso Tomo,
6 témoins pour l'accusation, un seul pour vous, et pas des moindres, il s'appelle Simon Mon, un ancien putschiste. Quel intérêt revêt le témoignage de ce témoin qu'on a entendu hier à la barre? Je vous remercie d'abord pour votre invitation. Un seul témoin pour la défense de notre client, M. Théodore Nguema Biamangue, c'est justement pour vous montrer qu'on a détourné le procès de sa réalité. Depuis le mois de janvier, nous nous attendions à un procès où le débat allait tourner autour des supposés délits commis par notre client. Depuis janvier, nous exigeons un débat purement juridique, un débat légal, mais jusqu'à présent, on attend jusqu'au 6 pour voir si le procès dit de bien mal acquis va véritablement démarrer. Vous pensez qu'il n'a pas encore démarré? Le procès n'a pas encore démarré parce qu'on est en train de faire un peu le procès du régime de la Guinée équatoriale. Moi, je ne suis pas l'avocat du régime, je ne suis pas un avocat d'État, je suis l'avocat de M. Théodore Nguema Biamangue. Et nous attendons que notre client soit jugé parce que nous avons des preuves. J'ai des preuves ici avec moi. Nous avons des éléments qui prouvent qu'il n'y a jamais eu de délit en Guinée équatoriale. Et s'il n'y a pas de délit d'origine, le délit de blanchiment ne peut pas être commis en France. C'est ça le problème. Mais c'est à dont nous attendions pas, c'est qu'on nous présente, par exemple, des témoins qui n'ont rien à voir avec le fait. Par exemple, je vais vous citer M. Harel. S'il vous plaît. M. Harel, qui est un témoin de Transparency. M. Harel a écrit un bouquin, Afrique pillage à huis clos, où il dit carrément que M. Moto, M. Eli Khalil, étaient les auteurs de la tentative de coup d'État de 2004. Je l'ai fait lire des extraits de son bouquin lors de son témoignage et il a avoué. Mais nous voyons aussi que Eli Khalil, Maître Bourdon, M. Severo Moto, Eli Khalil sont des comploteurs. C'est pourquoi nous ne comprenons pas. Justement, maître, c'est ce que vous avez dit ce mercredi devant la barre. Vous avez même produit un document, un mail, qui fait le lien entre ces deux personnes que vous venez de citer et Maître Bourdon, l'un des avocats des partis civils. Lui parle déjà de mensonges, de montage grossier. Je ne sais pas ce qu'on appelle mensonge ou montage. Oui. Le document est là. Qu'est-ce qui est arrivé pour qu'on puisse avoir ce document? C'est une erreur. Il y a les communications entre le bureau de M. Khalil et le bureau de Maître Bourdon. Mais en envoyant un mail, ils ont oublié d'effacer certaines communications. Et c'est de cette façon que nous sommes entrés en possession de ces mails. On l'a produit devant le tribunal, ce n'est pas un montage. D'accord. On peut même chercher des experts. Maître Bourdon n'a jamais nié avoir écrit ou avoir reçu des courriers adressés. Mais quel est le lien avec le procès des biens mal acquis? Le lien avec le procès bien mal acquis, c'est parce que si l'accusation présidée par Maître Bourdon est beaucoup plus à des fins politiques qu'à des fins purement légales, nous ne pensons pas que ce procès soit un véritable procès légal. Nous attendons pour l'instant qu'on commence le véritable procès juridique dit de bien mal acquis. Comme ils disent, pour qu'il y ait blanchiment des capitaux, tels sont les éléments de l'infraction. Pour qu'il y ait corruption, tels sont les éléments de l'infraction. Ni le procureur, ni la Corette, ni Maître Bourdon m'ont jamais dit juridiquement que les délits ont été commis. Il suffit de dire maintenant que le président a fait 40 ans au pouvoir. Monsieur, ça, c'est pas un délit. Monsieur Théodore Nguema a beaucoup d'argent. Et il aurait acheté des maisons. C'est vrai. Ce que je pense, moi, de ces maisons, ça ne regarde que moi. Mais au regard de la loi, et que c'est un délit acheter une maison. C'est le débat que nous allons avoir peut-être à partir de demain pour qu'on nous dise réellement où est le délit. Jusqu'à présent, le dossier est juridiquement tellement pauvre
mais politiquement trop riche. Le dossier juridiquement pauvre, politiquement riche, vous avez évoqué la CORED, nous avons le président de la CORED, donc c'est une coalition de partis d'opposition dans votre pays. Monsieur Salomon Abezo, donc dites-nous évidemment, sur le terrain du droit, on ne parle qu'avec des preuves. Vous avez dit dans la première partie de notre émission, vous avez indiqué que le vice-président équato-guinéen a plusieurs biens, a un patrimoine énorme. Mais est-ce qu'en soi, c'est déjà une preuve de culpabilité, de détournement? Est-ce que juridiquement, le statut de vice-président est incompatible avec l'acquisition d'un immeuble à Paris? Mais nous parlons de détournement. Oui. Abus de pouvoir, il faut savoir, il est nommé vice-président par son peuple. S'il est nommé vice-président par son peuple, il doit servir son peuple. Quand il ne sert pas son peuple, il oublie son peuple, ce monsieur doit être jugé. Pourquoi vous dites qu'il ne sert pas son peuple? Mais ça veut dire quoi? Parce qu'il est accusé de détournement. Oui. Quelles sont les preuves de la CORED, Nous avons les preuves sont simples. Quelles preuves, s'il vous plaît? L'avenir Fox a été acheté plus de 600 millions d'euros. Oui. Et quel est le salaire de vice-président de la Guinée équatoriale? Attends, monsieur, mon cher maître Tomo, qui est à côté de moi, oui. Il dit qu'il ne voit pas le délit. Mais comment, monsieur Tomo va dire non, il dit que ce qu'il pense personnellement, oui, ça le regarde, mais sur le plan du droit, oui, il dit, acheter une maison de 600 millions... Non, il dit il n'y a pas le délit, le dossier. Il n'y a pas oui, juridiquement, mais moi, je veux le dire. Oui, et lui-même le sait bien que le délit est là. Monsieur Todorino, le fils du président de la Guinée, a détourné des milliards et des milliards de fonds publics. Et nous avons des preuves. L'immeuble de l'avenue Fox. Il y a l'avenue Fox, il y a Malibu, vous le savez très bien, aux États-Unis, on a saisi Malibu. Bon. Son avocat, M. Marcini et M. Maître Thomas, veut promis le 4 janvier qu'il y aura des témoins qui vont venir de la Guinée équatoriale. Le vice-président, selon eux, qui est le vice-président, parce qu'il n'est pas reconnu par l'ensemble des Équato-Guinéens, ils disent que le procès, ce n'est pas un procès civil, c'est un procès politique. Mais comment il dit que c'est un procès politique? Qui fait ce procès que c'est un procès politique? Il vient défendre l'immunité. Monsieur Abezo, excusez-moi. Non, ne nous dispersons pas. Parlons précisément. On est en train de parler, là, le maître a évoqué des arguments juridiques. Les jugements moraux... Ce n'est pas l'objet de notre émission ici. On est sur le terrain du droit. Vous identifiez juste un immeuble ou bien des patrimoines et vous dites, puisqu'il ne gagne pas assez et qu'il a un immeuble qui coûte 600 millions, il a forcément détourné. Mais en droit, ce n'est pas une preuve, vous savez. Oui, moi, je suis équato-guinéen. Oui, s'il vous plaît. Je fais un de partie civile. Nous avons un avocat, nous avons un dossier qu'on a présenté au tribunal. D'accord. Et si vous m'avez demandé d'amener le dossier, je le refais. Mais notre avocat a le dossier et des preuves que ce monsieur a détourné des milliards de peuples équato-guinéens. C'est pour cette raison qu'il doit être jugé. Et l'avocat qui est devant moi le connaît très bien, que ce monsieur doit être jugé. Pardon? S'il vous plaît. Non, avant de venir vous mettre, je voudrais donner aussi la parole à Mme Ntchamandong. Mme Ntchamandong, si la CORED s'est portée partie civile, donc le parti d'opposition de votre pays, et si aussi Transparency International France s'est portée partie civile, c'est quelque part parce que votre pays, la Guinée équatoriale, ce n'est pas n'importe quel pays. C'est un pays qui est plus riche que la France, plus riche que l'Espagne, plus riche que le Japon. Le revenu par PIB, par habitant et par an, c'est de 34 843 $. Exactement. Il se trouve, madame, que 42% de vos compatriotes n'ont pas accès à l'eau potable. Et vous comprenez que ça puisse choquer, que des immenses richesses puissent choquer. Vous comprenez? On n'est plus sur la question du droit. Nous comprenons. D'accord? Vous comprenez ça? C'est les dates qui en donnent les experts, comme on dit. Mais il faut aller là-bas en Guinée sur place. Moi-même, j'étais en Europe 15 ans. J'ai habité le pays plus riche de l'Europe. Vous avez compris ma question? S'il vous plaît. Que le pourcentage de la Guinée vit dans les misères. Non. Je dis pas. Je dis que votre pays est un pays très riche. Très riche. Et que les ONG, justement, qui sont choqués. Certains sont choqués quand on entend les fortunes qui sont énoncées. Qui est la Guinée. Voilà, c'est ça. Donc vous comprenez que ça puisse choquer aussi quelque part?
Oui, ça peut choquer aussi. C'est pour cela que la Guinée est dans ces trucs, de ces problèmes. Parce que tout le monde sait que la Guinée a l'argent. Même le monsieur Salomon Abesso, qui était même un élément de la sécurité de Obiang, il est venu ici riche. Il habite ici près de 18 ans, je ne sais pas combien. Il a été un élément de la sécurité du président de la République. Le président de la République. Et puis, il a mené aussi beaucoup d'argent. Avec l'argent, monsieur Salomon, il finançait la Corée. Monsieur Abesso, vous avez aussi été membre du système. Monsieur Salomon, il sait que moi, je connais. Je n'ai jamais été membre du système, mais à l'époque, dans les années 80... Je n'ai pas fini. On m'a posé la question. Oui, non, excusez-moi. Là, sur le coup, c'est ma faute. Non, je voulais juste marquer mon étonnement. Oui, la malchance, aux bonnes chances qu'il y a eu la Guinée, parce que la Guinée est extrêmement riche. C'est pour cela que tout le monde, hier, j'ai écouté sur la justice, pétrole, millions, personne n'a jamais mentionné les personnes. C'est à cause de ça que les gens là, on pense que je l'ai trahi, mais le temps, c'est le mieux juste. Parce que le temps m'a donné encore la raison pourquoi j'ai abandonné la Corée, parce que je savais tous les éléments qui ont été derrière de la Corée pour déstabiliser la Guinée à cause du pétrole. Maître Tomo, vous sembliez vouloir nous indiquer des éléments précis pour balayer du revers de la main le dossier du point de vue juridique. Vous en avez quelques autres? Nous avons beaucoup de documents, mais pas de documents équato-guinéens. C'est le document du dossier français. Regardez, ça c'est M. Dominique Bourinet, directeur juridique du groupe Société Générale. Procès verbal d'interrogatoire de première comparution. M. Bourinet devait dire s'il y a eu blanchiment dans la filiale de Société Générale en Guinée équatoriale. Vous avez le document ici. Oui. Ce document est du tribunal de grande instance de Paris. Ce n'est pas une invention de la Guinée équatoriale. Ils disent dans notre filiale, il n'y a jamais eu blanchiment. Pourquoi? Parce que dans la zone CEMAC, tout transfert, tout virement vers l'étranger, toute transaction financière doit passer par la BAC, la Banque centrale, par la Banque de France, par la Société Générale Paris, à la fin, aux bénéficiaires. Mais qu'est-ce qui arrive maintenant dans le dossier? On nous a dit, dans l'ordonnance de renvoi de notre client, que la Société Générale n'a pas de responsabilité. Il n'y a pas eu de banque dans toutes les opérations et transactions blanchies. C'est ça qui est étonnant dans notre dossier. Et un témoin de Transparency, M. Mercade, c'est un journaliste, il s'est étonné hier de savoir que la Société Générale a été écartée du dossier. L'ordonnance du juge d'instruction français nous dit ceci. Dans tous ces dossiers, il n'y a qu'un seul prévenu. Monsieur Théodore Nguemo Biamangue. Cela veut dire que c'est lui la banque. S'il y a transfert illicite de fonds, ça suppose plusieurs acteurs. Oui, effectivement. Mais tous les acteurs ont été écartés. Maintenant, la Société Générale, qui avait été mise en examen, est devenue témoin assisté. En droit, c'est quoi un témoin? C'est lui qui a vu, c'est lui qui a écouté. Cela veut dire que les transferts se sont réalisés. Et la Société Générale n'a fait que voir et n'a fait qu'écouter. Vous voyez, c'est pourquoi je vous dis que le dossier, du point de vue du droit, est tellement vite, mais politiquement trop riche. Mais c'est ça, vous le dites politiquement très vite. Dites-nous, pour quelle raison la France en voudrait-elle à votre pays, la Guinée équatoriale? Parler de la France, pour moi qui suis avocat, ça serait véritablement compliqué. Mais je crois que Bourdon avec sa clique, si je peux me permettre, avec tout le respect, Bourdon, c'est l'un des avocats des partis civils. Bourdon, avec certains membres, ou presque la Corée, connaissent réellement quelles sont leurs motivations. Par exemple, je vais vous dire quelque chose. Qu'est-ce qu'on a écouté? Les fonds seront remis à qui? La justice française a accepté que la Corée soit le représentant du peuple équato-guinéen. Vous voyez? La Corée est représentant du peuple équato-guinéen dans le procès. Alors qu'ils n'ont aucun mandat. Alors qu'ils n'ont aucun mandat. Mais voyez ce qui arrive. L'article D23 du Code de procédure pénale français dit pour qu'une association puisse être partie civile, elle doit dater de 5 ans. La Corée a été créée en 2015, mais elle a été admise par la justice française. Qu'est-ce que vous voulez, dans ma modestie bantou, que je puisse dire? Non, là, 2015, non.
La Corée politique, c'était créé en 2015. Mais l'association Corée, qui est président Salomon, ce n'est même pas 2 années. Parce que moi, monsieur Salomon m'avait envoyé les, comment on dit, pour signer, et puis je n'ai pas signé. Ce n'est même pas 2 années. L'association Corée, ce n'est pas la Corée. C'est moi qui dirigeais la Corée. Oui, évidemment. Vous avez été, on l'a vu ici, vous avez été membre de la Corée. Nous sommes créés une association. Parce que les éléments qui ont été hier aussi... Une minute. Non, mais c'est très important le point que... Une minute, parce que je connais l'histoire bien. Très rapidement, Madame Don. Oui, c'est créé près qu'une année et demie. C'est créé comment? Les Français, je connais aussi... Attends, non, attends. Les dates sont là. Madame. Moi, j'étais le secrétaire général. Nous, les photos, nous, le prof. Nous, même pas 2 années. Effectivement. J'ai quelques photos de vous avec moi. Oui. Mais madame, c'est très important. Maître Salomon... Laissez-moi un peu finir l'histoire. Oui. Monsieur. Le point, malheureusement, on n'a pas assez. Oui, on n'a pas le temps. Oui, c'est vrai. Nous voulons comprendre pourquoi on désigne aujourd'hui la Corée comme l'association parce que c'est créé pour quelques Français. Moi, j'étais. Vous pensez qu'il y a des Français derrière cette coalition? C'est pas pensé. Moi, je sais. Et puis le nom. Moi, j'étais là-bas. Ils ont dit, on ne peut pas nous financer quand nous avons une coalition politique. Nous devons faire une association. C'est avec l'association, la loi, ça peut y passer en haut. C'est là on va nous financer. C'est là le Salomon, il a communiqué tous les opposants au Guinée qu'on va prendre 17 millions. C'est justice pour donner à la Corée. Et avec l'argent là qu'on attend, pour mettre un coup d'État en Guinée équatoriale. Monsieur Salomon Abessondon, vous êtes constitué en association? Oui. Juste pour récolter et bénéficier des fonds issus de la vente du patrimoine du vice-président équatorien. Moi, j'étais là-bas. Je vous ai dit dès le départ que les traites, l'Afrique n'a plus besoin de traites. C'est une traite qui déclare qu'elle était là, tout le secret, tout ce qu'il avait remis au bien. Mais quel secret? Oublions ce sujet. Je veux vous répéter, le procès, ce n'est pas un procès politique. Celles qui sont en train de faire que ça devient un procès politique, à quel titre êtes-vous? C'est le gouvernement de la Guinée équatoriale qui est en train d'accuser Simon. Il est en train d'accuser l'avocat. On ne va plus revenir sur Simon. Non, pas Simon, mais il fallait éclairer la situation parce que Severo Moto, Eli Kali, l'avocat de Transparency International n'ont rien à voir sur cette affaire de la politique de la Guinée. Même pas la France. Est-ce que vous travaillez ensemble avec des Français? Moi? La Corée? Non, la Corée ne travaille pas. Vous avez des conseillers français? Non. Mais oui. Vous n'avez aucun conseiller français? Oui. Vous pouvez me donner le nom? Non, moi je vous pose la question. Non, nous n'avons pas le conseiller français. Nous avons le conseiller des Équato-Guinéens. D'accord. Vous savez peut-être même l'avocat peut être mon conseiller, vous ne le savez pas. Non. Non, c'est des simples. Nous travaillons avec des Équatoriens. Même les procès de président de la Corée, c'était écrit pour un Français. Et tout s'écrit en français. Pourquoi l'Équateur-Guinée? Mais nous avons un cabinet d'avocats, madame. Un grand cabinet d'avocats de la France, madame. Monsieur Abessondon, vous me connaissez bien et moi je vous connais très bien aussi. Qu'est-ce que ça vous fait de voir qu'une association qui est née, qui est créée, qui n'a même pas encore 2 ans d'âge? Non, plus de 2 ans. D'accord, admettons que ça, vous avez 2 ans d'âge, soit désigné par la justice française pour bénéficier de ces fonds immenses qui vont provenir de la vente des biens. La coalition Corée qui représente les Équato-Guinéens n'ont pas de fonds de biens mal acquis. On n'a pas besoin de ces fonds. Ce que nous voulons, vous refuserez de bénéficier à 100%. Nous attendons que ces fonds soient restitués à la population équato-guinéenne qui vit. Je ne vous ai pas dit que demain la Corée sera au pouvoir en Guinée équatoriale. Quand il y aura un système démocratique en Guinée équatoriale, ces fonds vont être restitués aux populations équato-guinéennes. Mais pas le régime qui a détruit notre pays depuis 38 ans. Mais M. Salomon, il y a les gens en prison en Cameroun. Qu'est-ce qui va se passer? Vous dites que le procès n'a pas encore commencé. Il est censé finir le 6 juillet. Qu'est-ce qui va se passer si Théodore Obiang Nguema est condamné? Nous allons exercer le voie de recours qui existe. Vous avez fait appel. Mais pour l'instant, nous appelons à la sagesse des juges français. Nous voulons que les juges français puissent dire le droit une fois pour toutes. Nous allons
pas simplement du point de vue de la Guinée équatoriale, nous allons ouvrir la porte à tous les abus. À partir du moment où la justice française se reconnaît compétente pour juger tout ce qui peut arriver en Afrique et ailleurs au monde, on est en train de bafouer et de marcher sur les principes élémentaires du droit. La justice française n'est pas compétente. Pour être compétente, il faut d'abord, par exemple, la compétence territoriale. Non, les tribunaux français jouissent de la compétence universelle. Ils ne jouissent pas de la compétence universelle. Dans ce dossier, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de convention qui puisse donner compétence à la juridiction française. Ils disent qu'il y a une jurisprudence dans des traités de 2010. Oui. Et la France, qu'est-ce que la France entend faire? Où est impliqué un ancien ministre du Nigeria. Oui. Mais il y a une différence entre dans les traités et notre client. Notre client n'a jamais nié, Maître Marchigny l'a répété plusieurs fois, n'a jamais nié avoir acquis des propriétés ou des biens en France. Je vais vous donner un exemple. Tout le monde dit que notre client a acheté un immeuble 42 avenue Foch. Notre client n'a jamais acheté un immeuble 42 avenue Foch. Donc il y a une société suisse. Oui, via des sociétés suisses, vous voyez. Il y a une convention franco-suisse dont on ne parle pas. On a payé des impôts et on vient nous dire maintenant que tous les délits auraient été commis en Guinée équatoriale, mais on n'a jamais cherché à vérifier si en Guinée équatoriale il y a eu des lieux ou non. En tout cas, condamné ou pas condamné, ce procès aura forcément une portée pour l'Afrique et pour la Guinée équatoriale. Quelle peut-elle? On en parle dans la troisième et dernière partie de notre émission. Après une courte pause, à tout de suite. Merci.